Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à la classe de maître compétiteur. Je suis Gladys Caron, vice-présidente de communication chez Investissement Québec, et j'animerai la rencontre de ce matin. Notre classe de maître s'inscrit dans le cadre de notre initiative Compétiteur qui vise à encourager les entreprises à adopter des technologies propres et des pratiques éco-responsables, ce qui, nous en sommes convaincus, permet aux entreprises d'être plus compétitives tout en réduisant leur empreinte environnementale. Nous le savons tous, l'économie verte génère des occasions d'affaires non négligeables et permet notamment de se démarquer de la concurrence et de démontrer son caractère innovant. C'est aussi un plus sur le plan du recrutement et de la rétention de la main-d'œuvre. Pour cette classe de maître, nous aborderons le thème de l'efficacité énergétique, qui est un levier des plus efficaces à la disposition des entreprises pour diminuer leur empreinte environnementale. Je suis certaine que vous serez d'ailleurs agréablement surpris de constater combien les deux entreprises d'aujourd'hui ont eu des impacts très positifs pour elles des initiatives qu'elles ont implantées. En parlant de ces deux entreprises, nous recevons aujourd'hui Frédéric Bisson, chargé de projet ingénierie chez PLB International, ainsi qu'Yves Bruno Mouna Mandingo, conseiller santé, sécurité, environnement et correspondant des risques chez Safran Moteur d'hélicoptère. Frédéric et Yves Bruno présenteront l'engagement de leur entreprise respective en matière d'efficacité énergétique et des retombées concrètes que cela engendre. Nous avons également la chance d'avoir avec nous Amélie Saint-Laurent-Samuel, directrice générale adjointe du Fonds d'action québécois pour le développement durable, qui coordonne le Fonds EcoLeader. PLB et Safran ont toutes deux bénéficié du fonds et Amélie nous expliquera comment vous pouvez aussi vous en prévaloir. Les présentations dureront environ 30 minutes et seront suivies d'une période de questions. Et vous pouvez d'ailleurs écrire vos questions tout au long de l'événement et je pourrai en prendre connaissance à la fin de l'événement pour la période de questions. Sachez que notre événement est enregistré et sera disponible en réécoute. Sur ce, place à nos invités en commençant par Amélie du Fonds d'action québécois pour le développement durable. Amélie, à toi la parole. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup Gladys. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin pour cette collaboration là, Compétiteur et Fonds EcoLeader dans le cadre de cette classe de maître sur l'efficacité énergétique. Donc, premièrement, je vais commencer par une petite définition de l'efficacité énergétique. Là, je sais, il y a des gens qui s'y connaissent très, très bien parmi nous. Les définitions sont nombreuses, mais j'en ai choisi une là, qui, je crois, là, peut plaire à tous. Donc, l'efficacité énergétique, c'est des actions qui permettent de réduire la consommation énergétique d'un système pour un service qui est identique ou supérieur. Par service, je veux notamment parler de la production de chaleur. Ça peut être la production de froid aussi, mais aussi l'éclairage. Donc, quelques exemples de mesures en efficacité énergétique. C'est des exemples qu'on a vu passer dans le cadre là, du Fonds EcoLeader. Bon, je veux tout d'abord dire que ces mesures-là peuvent bien sûr varier selon les secteurs d'activité de l'entreprise, selon qu'on se trouve dans le secteur résidentiel, dans le secteur commercial ou plutôt dans les procédés industriels. Il y a quand même certains classiques, donc je vous en présente quelques-uns. Il y a l'optimisation de l'enveloppe du bâtiment, donc on parle notamment de tout ce qui est isolation, de tout ce qui est fenêtres aussi. La conversion vers un éclairage plus efficace, l'utilisation d'ailes notamment, l'installation de systèmes d'occupation dans les pièces, dans les salles, parce que bien sûr, on va utiliser de l'énergie quand il y a quelqu'un pour profiter des services. La réalisation d'une mise au point des équipements énergivores, là, notamment là, dans le secteur là, des procédés dans le manufacturier, là, très, très important. La conversion des systèmes de ventilation à débit constant par un système à débit variable, parce que bien sûr, on veut être capable de produire, de ventiler selon les besoins exacts, encore une fois, pour ne pas chauffer, ne pas refroidir pour rien. Et finalement, on peut parler aussi de récupération de la chaleur. Donc, on sait que la chaleur qui est perdue, qui est évacuée par des équipements de réfrigération, parce que la réfrigération, c'est du froid, mais c'est aussi du chaud, et des procédés industriels. Donc, on peut vraiment utiliser cette chaleur-là résiduelle pour chauffer un bâtiment, mais aussi de l'eau chaude domestique. Donc, ça vous donne une idée un peu des mesures qui peuvent être envisagées. Les avantages de passer à l'action en efficacité énergétique sont vraiment nombreux. Mais bien sûr, quand on se remet à penser aux façons de faire, à remettre en cause un peu comment on fait les choses, comment on consomme l'énergie, ça nous place dans un climat d'innovation pour l'entreprise. Ensuite, bien sûr, vous connaissez actuellement les difficultés au niveau là, de la main-d'œuvre. Est-ce qu'on peut parler de crise de main-d'œuvre? Je ne sais pas, mais je sais que c'est un enjeu auquel vous avez à faire face au quotidien.
Donc, bien sûr, là, on sait que les valeurs environnementales là, pour les employés prennent de plus en plus de place. Donc, c'est vraiment un facteur pour l'attraction de talent, mais aussi la rétention du personnel. Et cette même préoccupation-là se fait sentir aussi d'un point de vue de la clientèle. Donc, on sent de plus en plus que, justement, les consommateurs ont un intérêt pour les entreprises qui ont un bilan environnemental qui est très efficace, là. Donc, absolument, puis quand je parle de bilan environnemental, bien sûr, c'est la consommation énergétique réduite, les réductions des gaz à effet de serre associées, notamment. Bien sûr, il y a l'amélioration de la compétitivité, dis-je, qui est associée vraiment de très près à la réduction des coûts. Bien sûr, c'est absolument primordial. J'ai un exemple pour vous qu'on a croisé là, dans le cadre d'une étude qui a été soumise, là, qui a été reçue dans le cadre du Fonds Éco-Leader. C'était une étude qui avait été produite par le Centre Terre qui disait que chaque dollar investi en efficacité énergétique peut faire économiser de 3 à 5 dollars en installation d'équipements de production. La raison est simple, hein? Bien sûr, c'est quand on se questionne sur l'efficacité énergétique, quand on réduit notre consommation énergétique, ben on peut penser finalement à mieux, à mieux optimiser le système qu'on va acheter, notamment en énergie renouvelable, si on veut passer par exemple dans un système biomasse, géothermie autre. Donc, en optimisant mieux notre système, ben on peut réduire son coût d'acquisition, mais on peut aussi réduire son coût d'entretien, bien sûr. Et finalement, ben là, je vous parle d'efficacité énergétique. La première porte d'entrée, mais c'est souvent de réaliser une étude d'efficacité énergétique qui vous permettra, premièrement, d'avoir un portrait d'ensemble de votre consommation énergétique au sein de l'entreprise, mais c'est aussi d'identifier différentes mesures qui pourraient correspondre justement à vos besoins, ainsi que les coûts associés et les périodes de retour sur investissement qui sont très, très importantes aussi. Plusieurs experts là, offrent ces études-là au Québec. Je pense notamment à Investissement Québec CRIC, là, bien sûr, avec son diagnostic de performance environnementale manufacturière. Mais il y a aussi d'autres experts que vous pouvez trouver notamment sur le répertoire du Fonds Éco-Leader. La bonne nouvelle, c'est que ces études-là peuvent être subventionnées. Donc, le Fonds Éco-Leader subventionne jusqu'à 75% des coûts pour engager un expert qui réalisera des études, des plans d'action et des accompagnements. Donc, je dirais un incontournable actuellement dans le milieu. D'ailleurs, ça fonctionne très, très bien au Fonds Éco-Leader actuellement. On a plus de 751 projets déposés. Je pense qu'hier, c'était 754. 253 projets qui sont liés spécifiquement à l'efficacité énergétique. Et là, on est content aujourd'hui d'avoir 2 exemples parmi nous là qu'on a financés, donc PLB International et Safran Moteur d'hélicoptère. Et ben là, on parle bien sûr des études, mais il faut pas oublier que actuellement là, dans l'environnement d'affaires, il y a aussi des différentes options qui permettent là des subventions, mais aussi du financement pour ces améliorations, ces mesures énergétiques, dis-je. Donc, à ne pas oublier, Compétitivert est là pour le financement, mais aussi plein d'autres options au niveau des subventions, notamment avec Hydro-Québec. Avec notamment les subventions au niveau du ministère de l'Énergie, mais aussi de l'ancien Gaz Métro Énergie. Désolée, je perds la voix. Donc, je termine là-dessus et je passe la parole à M. Frédéric Bisson de PLB International. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci Amélie pour m'avoir passé le flambeau. Donc, je me présente Frédéric Bisson, chargé de projet ingénierie chez PLB International. Je vais présenter un peu, pour commencer, je vais présenter un peu PLB parce que je pense pas que tout le monde sait c'est qui. Nos produits s'appellent pas PLB sur le marché. Après, je vais expliquer dans le fond pourquoi que nous avons fait une analyse énergétique chez PLB, parce que nous on a plus fait une analyse, mais on a fait aussi des petites actions que je vais parler plus tard dans les solutions implantées. Je vais aussi parler des constats qu'on a vus dans cette analyse, puis les retombées économiques qu'on pourrait ou on a tirées. Donc, PLB conçoit, fabrique et vend de la nourriture pour chats et chiens en granules. Nous faisons aussi en canne, dans le fond, des lanières de viande d'hiver, mais on les conçoit pas ici à Boucherville, on les conçoit dans un autre pays. On a une équipe de 120 employés là, mélangés sur la production et l'administration. Présentement, on distribue dans 36 pays, en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, Amérique du Sud.
Le marché de l'Afrique est pas notre plus gros marché, mais l'Afrique du Nord un peu. Puis nous fonctionnons 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Dans le fond, les samedis, dimanches, nous sommes fermés. Nos 3 grandes lignes de produits sont First Choice, qui est la plus populaire au Québec. Et ensuite, Lady & Jacks, qui est notre nouvelle marque qui est plus vendue dans les épiceries. Et notre marque haut de gamme Pro Nature, sa marque de commerce, c'est bien comme dit, c'est plus naturel que les produits naturels. Et aussi, il faut mentionner que nous produisons des marques privées, dans le fond, d'autres compagnies qui nous payent pour nos installations, produisent leurs recettes, ainsi de suite, avec leur sac. Et après, on leur redonne. Donc, pourquoi que nous avons fait l'analyse énergétique? C'était pour comprendre nos consommations énergétiques actuelles. Bien sûr, le budget de production ou le département des finances, si on dépense combien en électricité et en gaz naturel. Mais eux, ils voient juste le montant à la fin du mois, mais combien de kilowattheures qu'on consomme, combien de kilowatts, combien de mètres cubes qu'on consomme n'est pas nécessairement le chiffre qui vient facilement. Puis comment qu'on le consomme, où qu'on le consomme, est-ce qu'il y a un temps de l'année qui explique une plus grosse consommation et ainsi de suite. C'est sûr que réduire les dépenses énergétiques en lien avec l'électricité et le gaz naturel, ça encourage à faire l'analyse. Conscientiser la direction et la production. Et la maintenance, dans le fond, effectivement, pendant le cheminement d'analyse, la firme qui nous a aidés nous ont posé des questions qu'on se posait pas avant, puis ça l'aide à avoir des réflexes par la suite, puis réduire notre empreinte environnementale pour permettre aux générations futures de continuer, mais les générations futures de PLB, mais les futures générations en général de la Terre de continuer à vivre sur la planète que nous avons. C'est pas mal la seule que nous avons pour l'instant. Les principaux constats de cette analyse, on a une grande dépendance au gaz naturel. On utilise 3,3 millions de mètres cubes de gaz naturel par an. Pourquoi qu'on utilise autant? C'est que notre procédé dépend beaucoup de ça, parce qu'on a des opérations de séchage et d'extrusion, et on utilise beaucoup de vapeur, puis la vapeur est faite par une chaudière au gaz naturel. Donc, on dépend beaucoup de ça. C'est le premier constat qu'on a vu. Les petits jets qui sont importants. Donc, bien que des fois, on voit que des améliorations ont l'air banales, puis on se dit, ça va pas rien régler, ça va peut-être nous économiser 1000 $ par an. Mais on a vu que ces petits gestes-là pouvaient apporter gros au fil des ans, et même dans la première année. Ensuite, des actions faciles générant des grosses économies et des retours sur investissement rapides. Effectivement, encore une fois, là, je parle pas juste des petites actions comme je viens de parler dans mon dernier point, mais des actions un petit peu plus gros, mais qui sont rapides à faire, qui ne nécessitent pas trop de gestion à l'interne, mais qui ont un retour investissement rapide. Et qu'il y a vraiment plusieurs subventions possibles. Comme Camille vient d'en parler, il y a Hydro-Québec, Énergir, c'est plus pour le gaz naturel. Il y a le DEL, il y a le Fonds Éco-Leader, etc. Ça, c'est juste eux que je suis au courant, mais je suis sûr qu'il y en avait une panoplie d'autres, que ce soit provincial ou fédéral même. La description des projets que nous avons déjà faits. Le premier, c'est nous avons tout modernisé l'éclairage chez PLB. Donc, on a tout passé au DEL. C'était un investissement d'environ 53 000 $, mais ça a été subventionné par Hydro-Québec à 10 000 $. Et souvent, les compagnies qui implantent le DEL font la partie subvention paperasse un peu pour toi. Donc, encore une fois, gestion à l'interne, ça facilite. Tu n'as pas besoin de payer quelqu'un pour faire de la gestion de paperasse de subvention. Puis ensuite, une autre action rapide qu'on a fait, c'est l'inspection et réparation du réseau pneumatique. Juste l'inspection, c'est un investissement d'11 000. C'est pas subventionné malheureusement, mais par contre, ça nous a permis de trouver nos grandes fuites puis d'éviter d'acheter un nouveau compresseur pour les nouveaux équipements qu'on prévoit acheter. Et aussi, notre compresseur va donc arrêter de rouler 24 heures sur 24. Donc, on va moins l'user, puis on va économiser bien sûr l'électricité à travers ça, et ainsi de suite. Et les améliorations à venir, c'est l'électrification des équipements. Donc, enlever la dépendance du gaz naturel puis pencher vers l'électricité parce que le gaz naturel va augmenter beaucoup dans les prochaines années.
surtout avec les différentes taxes que le gouvernement vont mettre. Puis l'électricité va augmenter, bien sûr, mais à moins grande vitesse que le gaz naturel. Et amélioration des équipements connexes à la production, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est la ventilation, parce que effectivement le séchage dépend beaucoup de la qualité de l'air, la qualité de l'humidité dans l'usine ou même l'air qu'on prend de l'extérieur. Les retombées économiques, donc sur le court terme, avec les projets qu'on a déjà mis un peu, on prévoit faire un 40 000 $ par an d'économie en énergie. Les projets court terme sont pas mal déjà tout faits ou entamés. Un autre retombée économique, c'est réduction de 1,1 mètre cube de gaz naturel au bout de plusieurs années. Quand je dis plusieurs années, c'est 5 ans et plus. Là. C'est si on décide de vraiment mettre tous les projets que l'analyse et que la firme qui nous a aidés, on décide de tous les implanter. Puis bien sûr, c'est un tiers de réduction sur notre consommation habituelle. Donc, c'est plusieurs milliers de dollars. Puis il y a un potentiel, comme je viens de dire, un potentiel de 250 000 $ par an d'économie d'énergie. Ça, sur le long terme, bien sûr, si on décide d'implanter toutes les mesures. Et dans les économies possibles, c'est la réduction des achats, réduction d'achats de gaz naturel chez Énergie et réduction d'achats d'électricité non liés à une valeur ajoutée. Donc, réduire, mettons, quand on est fermé, ben, mettre un point de contrôle, par exemple, ben, ça va permettre de réduire la consommation électrique de certains équipements que d'habitude, on laisse fonctionner quand on n'en a pas besoin. Puis, réduction des coûts de la taxe carbone, bien sûr, la fameuse taxe carbone, qui vont augmenter encore une fois dans le temps. Donc, merci de m'avoir écouté. Je vais passer le flambeau à Yves Bruno de Safran. Merci. Merci Frédéric de nous passer la parole. Ok, je me présente, je suis Yves Bruno Mouna Mambingo de Safran Hélicoptère, moteur d'hélicoptère. Donc, je vais vous faire la présentation de notre projet. Donc, je commencerai par présenter notre groupe avant de présenter notre site, une meilleure visibilité. Donc, nous sommes un groupe international de haute technologie qui agit principalement dans 4 domaines d'activité, c'est-à-dire la propulsion aéronautique et spatiale, les équipements aéronautiques et les intérieurs d'avions. Bon, dernier point étant la défense qui est un domaine qui est plutôt développé vers la France. Je veux dire que c'est un groupe français. Donc, en termes de position mondiale, nous sommes numéro 3 dans l'aéronautique, dans le domaine non avionneur. Nous avons une masse de 79 000 salariés répartis dans 250 sites à travers 30 pays. Dans notre site particulier, qui fait l'objet de cette présentation, nous sommes Safran Moteur d'Hélicoptère, situé dans l'enceinte de l'aéroport cargo de Mirabel, dont nous avons 50 employés et nous faisons principalement 2 activités, l'entretien des moteurs d'hélicoptère et une distribution de l'outillage à l'échelle mondiale. La deuxième activité qui étant la formation, et on assure aussi le support de nos moteurs sur nos clients dans la zone Amérique du Nord. Donc ça c'est un petit brossé notre groupe. Donc, en ce qui concerne le projet que je vais présenter, il y a deux grandes motivations qui nous ont poussés vers le projet. Et une motivation qui vient du groupe et une motivation qui s'est présentée sur le plan local. En ce qui concerne le groupe, donc, je vais présenter sur cette slide quelle est la vision du groupe. Donc, le groupe, dans sa responsabilité sociale et de l'entreprise, a défini un projet depuis 2020 avec une destination en 2025 qui est en fait, le projet se tient sur 4 grands axes, mais je m'appesantis ici sur le seul axe qui nous concerne aujourd'hui. Il s'agit de décarboniser l'aéronautique. Et pour ce faire, elle a défini 3 grandes articulations, c'est-à-dire faire de l'avion neutre en carbone la priorité de la recherche et de la technologie. Mais ça, ce n'est pas un volet qui nous intéresse, ça intéresse beaucoup plus les sites français. Les 2 autres volets nous intéressent. Il s'agit particulièrement de réduire les émissions de CO2 sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Et en dernier, engager les salariés dans la réduction de leur empreinte carbone. Donc, pour ce faire, il y a 3 leviers sur lesquels l'entreprise agit. Il s'agit de la sobriété et l'efficacité énergétique, le biocarburant et l'énergie renouvelable.
Donc, avec ça, on a une prévision du groupe qui nous permettrait de réduire de 50% notre émission de carbone depuis 2018 jusqu'en 2025. Donc, ça, c'est la motivation au niveau du groupe, la première motivation du groupe qui nous a permis d'aller vers le projet que je présente aujourd'hui. Et en second lieu, les motivations sur le plan local. Donc, sur le plan local, il y a 3 grands vents de motivation qui ont drainé le projet. Le premier, c'est, bon, déjà, répondre à ce que le groupe attend de nous, donc la contribution à la stratégie de l'atteinte des objectifs du groupe. La deuxième grande raison, c'est toutes les subventions qui permettent la réalisation de ce projet. Donc, on parle premièrement des subventions dans la réalisation de l'audit énergétique, la subvention dans l'implémentation des mesures en elles-mêmes, et enfin dans le remplacement des unités de climatisation. Comme l'a dit Émilie bien plus tôt, toutes les subventions pouvant atteindre jusqu'à 75% du coût total du projet. Donc ça, c'est une motivation vraiment, qu'est-ce que je peux dire, conséquente et substantielle qui justement a contribué à la prise de décision d'aller de l'avant avec le projet. Donc le troisième point, il s'agit aussi du fait que toutes nos unités de climatisation étaient arrivées en fin de vie utile. Donc climatisation et chauffage. Donc avec un croisement des motivations du groupe et celles locales. Donc on a allé de l'avant avec une étude. Donc on a fait venir une firme d'ingénieurs qui a fait notre efficacité énergétique, en fait, un audit d'efficacité énergétique dans un premier temps. Donc, sur la slide qui est présentée, vous voyez un peu une répartition justement de notre consommation venant de leur audit. Et ce qui sort d'entrée de jeu, c'est, bon, les consommations sont plus axées sur le chauffage et sur la climatisation. Donc, il est bon de rappeler que l'objectif principal, c'est de réduire notre émission de CO2 avec la motivation qui vient du groupe. Donc, le projet que nous avons donc défini, ou bien ce que la firme nous a suggéré, s'appesantirait beaucoup plus. C'est vrai qu'il y a un ensemble de mesures, mais les plus grandes et celles qui vont faire l'objet d'une action à court terme seront plus dans le remplacement des unités de climatisation et de chauffage. Donc, le projet donc, va s'échelonner sur 2 ans, 2022 à 2023. Il s'agira de remplacement des unités de chauffage, c'est-à-dire les unités de chauffage au gaz naturel par un système d'aérothermie. Les unités qui pourront justement agir ou être fonctionnelles dans un intervalle de moins 11 à 17 degrés Celsius. Et tandis que dans les températures de moins 11 degrés, ce serait peut-être le gaz qui va embarquer. Donc, ça, c'est ce qui concerne les unités de climatisation. Vous avez une image des aérothermes qui seront installés sur notre toiture. Donc, la deuxième grande mesure, entre toutes celles qui ont été proposées par la firme d'ingénierie, il s'agit du contrôle de l'air frais par les sondes de CO2. Je pense qu'Émilie a dit un mot sur tout ça lors de sa présentation. Ça rejoint juste ce qu'elle a dit. Ceci permet de contrôler la présence du personnel dans les espaces pour chauffer ou climatiser au besoin et non pas faire un chauffage ou une climatisation systématique qui ne tient pas compte de la présence du personnel sur le site. Et la troisième mesure, ça rejoint les 2 premières mesures, c'est un contrôle centralisé de la gestion de la pointe. Donc, c'est un système de gestion, comme je viens de le dire, ça optimise et les 3 combinés donnent un résultat assez conséquent sur la consommation globale et les émissions de gaz à effet de serre, CO2. Donc, pour continuer, en termes de gains, on commencerait d'abord par les émissions de CO2. Donc, avant le projet, on avait une estimation de 112 tonnes équivalent CO2 par an d'émissions. Et après le projet, on sera à environ 32 tonnes équivalent CO2 par année. Donc, ce qui donne une réduction de 71% de notre consommation, de nos émissions plutôt, de CO2, ce qui permet de rencontrer l'objectif du groupe à long terme. En termes de consommation, avant le projet d'électricité, on était
autour de 645 000 kWh par année. Et après le projet, on va monter à 717 000 kWh par année. Ça s'explique par le fait que au lieu du chauffage au gaz qu'on faisait, l'énergie qu'on utilisait pour le gaz serait réorientée vers l'électricité. Mais dans une dynamique globale, on enregistre plutôt des gains dans ce sens. Donc, en termes de gaz, la production, en fait, la consommation de gaz, avant le projet était de 53 000 mètres cubes. Et après l'implémentation des mesures, on va descendre à 10 000 mètres cubes, ce qui fait une diminution de 80% de notre consommation. Donc, tantôt, en électricité, c'était plutôt une augmentation de 11% de notre consommation. Donc, en termes de coût net, c'est-à-dire, il y a une augmentation de 45% du coût additionnel, c'est-à-dire, puisqu'on avait prévu de faire le remplacement de nos unités, si les remplacements étaient faits avec des unités identiques à celles existantes, on n'aurait pas eu un excédent de 45%. Donc, c'est vraiment l'application des mesures vertes qui ont fait que le projet augmente de 45%, mais ceci, c'est uniquement fonction de ce qui était prévu au départ. Donc, la solution verte nous donne une augmentation de 45% de notre projet initial. Donc, la subvention nous permet de diminuer nos coûts globaux de 25%. Je peux déjà le dire, le coût global, c'était autour de 400 000 dollars. Donc, une réduction de 25% de ce montant-là avec les subventions. Et en termes de gains, une diminution de 22% de gains en termes de factures, de coûts liés aux factures de consommation. Donc, la diminution tourne autour de, en termes de dollars, c'est autour de 100 000 dollars par année. Donc, en termes de retour sur investissement, les unités de climatisation, on rentre dans notre investissement autour de 3 points cette année. Et les sondes CO2 plus le système centralisé, contrôle centralisé, nous donnent un retour d'investissement sur environ 8 années. Donc, cela dit, ainsi présenter le projet. Merci pour votre aimable attention. S'il y a des questions par la suite, on pourra y répondre. Et je vous invite à sauver la planète comme parle le slide. Merci. Donc, merci pour votre aimable attention et je vais redonner la parole à Gladys. Très bien, merci beaucoup à vous trois. C'était fort intéressant de vous entendre et très pertinent, je suis certaine, pour les gens qui nous écoutent, particulièrement de voir deux histoires d'entreprises très différentes, avec des approches différentes, dans des secteurs différents, mais qui ont réussi, vous avez réussi dans tous les deux cas à aller chercher des gains très rapides. Alors, je suis intéressée de continuer à en discuter avec vous pendant quelques minutes encore. D'ailleurs, à tous nos participants, on a déjà quelques questions dans la liste des questions, mais je vous invite à nous envoyer vos questions par l'outil au bas de votre écran. Je commencerai peut-être par une première question vers Amélie. Je crois comprendre que les subventions du Fonds Écolidar peuvent être combinées à d'autres subventions. Est-ce que je ne me trompe pas en disant ça? Et comment ça se matérialise ou que ça peut se concrétiser plus clairement? Parfait, merci Gladys. Bon, maintenant que j'ai récupéré mon verre d'eau, je peux répondre tranquillement à la question avec toute ma voix. Donc, au niveau du Fonds Écolidar, actuellement, c'est jusqu'à 75% là, d'un montage financier en financement public. Maintenant, vous aurez bien compris que le Fonds Écolidar peut permettre une subvention jusqu'à 75%. Donc, c'est sûr que si on va là, c'est pas possible de combiner du financement qui serait public, à moins de diminuer la portion du Fonds Écolidar, ce qui est normal. Après, il reste un 25% qui est vraiment là en montage financier privé, donc qui peut provenir de l'entreprise, d'aide aussi qui pourrait être d'autres organisations qui pourraient être aussi privées, là. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on arrive à faire un montage financier total.
Ça, bien sûr, c'est pour la partie, nous, ce qu'on finance, c'est des études, des plans d'action et aussi de l'accompagnement. Mais par la suite, ben, il faut chercher des options plus pour tout ce qui est acquisition de ces fameux équipements. Puis là, ben, là, c'est un monde de montage financier qui est ouvert et qui est possible. Et je vous invite à parler à votre agent du Fonds Éco-Leader là, qui a vraiment en main là, toutes les ressources pour vous aider dans cette quête de montage financier et de financement. Effectivement, c'est un peu le défi et tout à l'heure, je crois que c'est Frédéric qui mentionnait que les consultants avec lesquels on travaille vont souvent nous aider beaucoup pour l'identification des programmes de subvention, nous aider à les compléter aussi. Alors, je pense que ce sont des ressources à ne pas négliger. J'irai peut-être avec une question pour Frédéric. Je comprends que vous avez mentionné que vous aviez fait une étude énergétique, notamment pour convaincre la direction d'aller de l'avant avec le projet. Parmi les éléments qui sont ressortis de l'analyse, qu'est-ce qui les a convaincus? Quel a été l'argument principal, vous croyez, qui a mené à la décision d'aller de l'avant? D'aller de l'avant avec l'analyse ou d'aller de l'avant avec les améliorations découlées de l'analyse? Avec les améliorations, oui, oui. C'est sûr que l'argent a parlé. C'est les économies possibles. Surtout ce qui était le gaz naturel. Là. Nous avons vraiment peint, moi et la firme, on a vraiment peint un portrait que ça allait augmenter vraiment vite pour le gaz naturel. Et que aussi que toutes les améliorations, c'était pas juste une question d'économie d'énergie, c'était aussi une question d'amélioration de la qualité de notre produit. Ils ont vraiment, ce qui était génial, c'est qu'ils ont permis de dire, écoutez, vous avez tel facteur, ce facteur-là consomme beaucoup de gaz naturel, d'électricité, mais en plus, ça n'aide pas du tout votre produit. Si vous améliorez ça de telle façon, en plus d'économiser sur l'énergie, ben, votre produit va en bénéficier beaucoup. Donc, tu sais, c'est juste, on a empilé les plus-values sur les plus-values sur les plus-values. Donc, c'était je vais utiliser le terme anglais, là, c'était un no-brainer que eux, ils ont fait, OK, il faudrait vraiment se pencher sérieusement sur ces améliorations-là et les considérer déjà dans le budget de l'année prochaine. Parce que quand c'est arrivé, la fin d'analyse, c'était déjà en janvier, notre budget était déjà fait pour le 2022, mais déjà pour le 2023, il faudrait déjà l'inclure, là, selon eux. Là, c'est encore dans longtemps, là, c'est juste le début de l'année, mais je pense qu'ils ont vu toutes les plus-values qu'une amélioration pourrait faire. C'est ce que je trouve vraiment intéressant. Il y a eu une évolution énorme du point de vue de la compréhension de l'impact positif que peuvent avoir ces projets d'amélioration de nos pratiques globales d'entreprise vers une réduction de l'empreinte environnementale. Au départ, les gens avaient tous, ou en bonne partie, la perception que c'était des coûts supplémentaires pour un gain sur l'environnement, mais de plus en plus, ce que les organisations se rendent compte, c'est qu'il y a des gains à tous les niveaux. Et donc, il y avait des gains de produits de votre côté chez PLB, il y a des gains sur l'environnement, mais il y a des gains sur la rétention du personnel, sur les avantages concurrentiels. Je me tournerais peut-être vers Yves Bruno. Vous avez bien mentionné toute la vision organisationnelle du groupe et l'application que vous en avez fait de votre côté sur les objectifs que vous vous êtes donnés. D'un point de vue de l'avantage concurrentiel, est-ce que, soit au niveau de vos opérations ici ou globalement pour le groupe, est-ce que vous voyez déjà que c'est un avantage concurrentiel pour votre organisation d'avancer si rapidement sur le sujet? Je commencerai par rapidement dire, je peux dire oui. Oui. Bon, maintenant, comment est-ce que je peux justifier mon oui? Je ne vais pas dire ici ce qui n'a pas encore été dit. Je pense que tous les intervenants l'ont dit. En termes s'il faut parler de concurrence, disons-le sur quelques axes. Le premier axe serait sur le personnel, c'est-à-dire, Frédéric l'a dit plus tôt, en termes de développement durable, quand on parle du concept de développement durable, c'est l'utilisation des ressources actuelles, mais sans compromettre la chance des générations futures d'utiliser les mêmes ressources. Donc, en termes de personnel, je pense que les générations futures, ce sera un choix, en fait. Ce sera un critère de choix d'entreprise, déjà pour le personnel. Je parlerai dans un deuxième axe
de, de- des actionnaires, c'est-à-dire Safran est des parties prenantes, c'est-à-dire les actionnaires directs, indirects, donc toutes les parties prenantes et même, bon, arrêtons-nous à ça, sont plus friandes à s'orienter vers des entreprises qui offrent cette dimension-là en termes, donc, ici, il faut s'arrêter sur ces deux axes en termes de compétitivité. Je pense qu'on est bien positionné pour se démarquer dans ce sens-là. Donc, je pourrais développer plus que ça, mais je vais m'arrêter sur ces deux axes. D'accord, très intéressant. Dans les deux cas, chez PLB et chez Safran, vous avez deux approches différentes. Du côté de PLB, vous avez fait des investissements relativement... en fait, je suis surprise de voir combien, avec un investissement somme toute assez raisonnable, vous êtes en mesure d'aller chercher un retour sur investissement très rapidement. Donc, ce sont des solutions qui sont très accessibles à une majorité d'entreprises. De votre côté, du côté de Safran, vous avez des investissements supérieurs, mais avec des impacts très importants d'un point de vue GES. Donc, c'est vraiment très parlant pour vos deux organisations. Et c'est ce que je trouve fascinant, c'est de voir combien les approches sont adaptées et combien elles peuvent avoir un impact aussi rapide sur les organisations. Nous avons quelques questions dans notre fil de questions. La prochaine avec laquelle j'irai, quel a été le principal défi que vous avez rencontré? Je commencerai par Frédéric, sur le plan de l'implantation des différentes mesures. Qu'est-ce qui a été le plus complexe ou que vous avez sous-estimé au départ? C'est sûr que comme que vous venez de dire, Gladys, on n'a pas fait des grosses améliorations qui a dû arrêter la production ou on a dû fermer l'usine pendant un mois à cause de la construction ou peu importe. Mettons pour le changement d'elle, le plus dur c'était de coordonner le tout parce que le gars doit fermer l'électricien doit fermer les lumières, donc c'est sûr que tu dois faire l'ordonnancement toutes les semaines de OK, tu peux aller dans telle section de l'usine, changer les lumières, et ainsi de suite. Mais ça se vit bien quand même. Là. Il y a des plus gros challenges que ça en gestion de projet. Et ensuite, pour l'inspection pneumatique, c'était après, on les répare en interne par le département de maintenance. Mais le département de maintenance sont d'autres affaires à faire que juste réparer des fuites d'air. Donc, c'est juste de garder le tempo pour continuer à réparer ça. Mais là, par la suite, ça va être un peu dans le département d'ingénierie, maintenance, production, là, parce qu'ils sont tous sous la même coupe chez PLB. Ça va être de pousser ces projets-là à l'interne. Effectivement, la direction est intéressée. Ils savent qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer. Mais il faut réussir à faire fitter ça un peu dans les autres orientations de la compagnie et de vendre le projet qui soit alléchant puis eux ils pensent que ça soit simple à faire, même si ça se peut que ça ne soit pas. Mais c'est ça le plus gros défi selon moi. Puis je pense que c'est notre prochain défi, moi, mon supérieur et mes collègues. Là. Effectivement. Et je voudrais peut-être juste m'assurer de m'être bien exprimé tout à l'heure lorsque je disais que vos investissements ont été plutôt raisonnables. En fait, je suis surprise de voir qu'avec ces investissements-là, vous avez aussi rapidement réussi à avoir un retour sur investissement. Donc, et souvent les gens ont l'impression qu'il faut investir des millions pour réussir à avoir un impact, alors que la démarche que vous avez entreprise d'y aller progressivement est très intelligente sur ce plan-là pour faire la démonstration que l'investissement est bien fait. Donc, fort intéressant. De votre côté, Yves Bruno, principal défi dans les implantations, qu'auriez-vous en tête? Oui, bon, déjà, comme la présentation le mentionnait, le projet il commence à être implémenté en cette année, en fait en 2022. Je pense à l'été. Le défi d'entrée de jeu, ce serait, bon, je vous ai dit tantôt que nous sommes sur le terrain de l'aéroport de Mirabel. Donc, les projets précédents qu'on a menés dans ce sens-là nous ont permis nous ont mis face à une grosse gestion administrative parce que c'est un domaine, je peux dire, réglementé.
Donc, en termes d'enjeux vis-à-vis de notre partie prenante la plus directe, il y a une grosse partie administrative où le projet ne peut pas être piloté en silo, où l'aéroport sera impliqué. Et donc, l'enjeu administratif, je sais qu'il est assez lourd. Et en termes d'impact sur nos activités directes, bon, je dirais que c'est, quel que soit le ralentissement ou la manière avec laquelle le projet va impacter notre productivité, je sais que ce sera entre guillemets mal pour un bien. Ça nous permettra par la suite de rentrer dans toutes les attentes en ce qui concerne notre entreprise et notre site. Donc, sur le plan direct, sur le plan local, je dirais qu'on a eu des projets, qu'on a mené des projets dans ce sens et ce sera juste un nouveau projet qui, qui se gère comme les autres avec l'ensemble des mêmes comme contraintes. des autres, oui. D'accord. Parfait, parfait. On a une question de l'un de nos participants qui se demande combien de temps il faut prévoir pour réaliser l'audit énergétique et quelle intensité, donc combien d'efforts de la part des ressources internes est-ce qu'un audit comme ceux que vous avez réalisé peut impliquer, je commencerai peut-être par vous, Frédéric. Qu'est-ce que ça a impliqué chez vous en termes de temps et de nombre de personnes impliquées? Je dois avouer que je suis arrivé à la moitié parce qu'il y a eu un changement de personnel, mais ça n'a pas. Si j'ai pu comprendre et sous-entendre, que j'ai pu comprendre par les sous-entendus, c'est effectivement, la firme est venue ici plusieurs fois, surtout pour voir sur le plancher de production les divers équipements. Ils ont placé des capteurs, mais l'investissement interne en temps était vraiment minime. C'était pas 10 heures par semaine. C'était même peut-être c'était maximum, je sais pas, 2-3 heures ou 2 semaines maximum. Au début, peut-être ça va plus. Il y en a beaucoup, puis après, il y a un plateau qui analyse les chiffres, qui prennent le temps de prendre des données, prendre le temps de faire des constats. Après, ils reviennent avec des constats, on les confirme, on les dénie ou peu importe. Puis après, ils reviennent, ils refont un rapport final, ils le présentent et ainsi de suite. Donc oui, ça a pris plus de temps que prévu ici, parce que mon prédécesseur est parti, moi je suis arrivé, j'ai repris le flambeau, ainsi de suite. Mais ça se fait quand même bien. Là, il y a pas, faut pas faire un comité non plus, il faut pas engager un responsable environnemental, on n'est rien. Là, comme j'ai dit, peut-être 2-3 heures ou 2 semaines au début, là, mais après, c'est eux qui prennent en charge tout le dossier, puis c'est eux qui jouent avec les chiffres, c'est eux qui font tout. Des fois, ils te posent des questions juste pour être sûr de leurs chiffres et de leurs informations. Mais c'est eux qui font tout. D'accord. Est-ce que ça a été la même chose de votre côté, Yves Bruno? Oui, oui, de notre côté, c'était la même chose, je peux dire. Et tout ce que je peux rajouter, c'est quoi? C'est que la mise à disposition des ressources pour permettre à la firme de réaliser son mandat, je pense, à part de la politique de l'entreprise, c'est-à-dire, c'est la plus haute autorité de l'entreprise qui donne l'aval pour que le projet aille de l'avant. Donc, dans ce sens-là, c'est évident que ça prend un sacrifice, entre guillemets, de ressources qui peut permettre à l'agence ou à la firme de rentrer en possession des données qui leur permettraient de générer leur rapport. Donc, en termes de temps, nous, on a reçu les ingénieurs à plusieurs reprises. Donc, j'étais disponible, je parlais. Nous sommes une équipe où on a fait une rotation de la disponibilité des ressources attendues par la firme en question. Donc, on les a accompagnés sur le terrain. Ça a pris environ, disons, je peux tabler les visites à un maximum de 5 à 6 visites avec une moyenne par visite de 2 heures. Une moyenne de 2 à 3 heures.
Et ça, c'est fonction de notre site, hein, de la dimension de notre site, de la complexité de nos équipements et tout. Donc, ça variera d'un site à l'autre. Mais sinon, au demeurant, il faut investir du temps pour ça, parce que plus la firme aura les meilleures données, les plus à jour, mieux le diagnostic sera fait. Donc, tout dépendra de ça. C'est tout ce que je peux dire dans ce sens. Mais sinon, ça s'est bien passé. Et ça s'est échelonné sur un long moment. Ce sont des séquences. Ça s'est pas fait dans un dans un laps de temps très court. Donc, c'était plusieurs séquences, mais à la fin, on est content du résultat. Très bien. Amélie, justement, j'allais te demander quelle est la moyenne que l'on peut anticiper en termes de durée pour les audits? Souvent, c'est quelques mois, justement. Puis, je pense que Bruno l'a bien mentionné, hein, c'est vraiment en lien avec la complexité des activités, la grandeur du site. Mais je pense que c'est un bon point, une bonne question qui a été amenée. On le voit là, dans le cadre des projets qui sont financés, même généralement, là, même en gestion des matières résiduelles, en économie circulaire, en gestion de l'eau, c'est toujours ça. Quand on travaille avec un expert, un des facteurs de succès, c'est vraiment d'être capable d'identifier dès le départ les personnes qui vont pouvoir justement être les interlocuteurs des experts sur le site, autant ceux qui connaissent bien les équipements utilisés, qui sont habitués de les réparer, qui veillent à leur entretien au quotidien, que plus les aspects aussi de planification. Donc, vraiment d'identifier là, les bonnes personnes d'une équipe, dépendamment encore une fois de la grandeur du site, là, avoir les bons noms, les bonnes personnes de contact avec leurs coordonnées pour que les échanges, le ping-pong se fassent le plus rapidement possible et sans douleur. Je pense que c'est un facteur de succès. Donc, vraiment, c'est un message à tout le monde qui écoute, là, c'est d'amorcer ce processus-là en identifiant les bonnes personnes dès le départ. Parfait. On a une question intéressante et j'aimerais vous entendre un peu tous les trois, peut-être en commençant par toi, Amélie. Est-ce qu'il y a beaucoup de projets impliquant les technologies solaires que vous voyez dans les dossiers des entreprises qui vous sont soumis? J'ai pas de chiffres spécifiquement là-dessus. Ce que je peux vous dire, cependant, c'est que, on finance des projets en pratique d'affaires éco-responsables et en technologie propre. Donc, en technologie propre, on va souvent, justement, dans l'acquisition. Les énergies renouvelables sont très, 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 très liées là, à tout ce qu'on finance aussi. Donc, plusieurs entreprises font justement une étude d'efficacité énergétique, mais veulent en même temps voir leurs options pour l'implantation d'énergie renouvelable, ça c'est sûr et certain. Donc, je dirais que dans plusieurs cas, quand on regarde justement les options, le solaire est évalué. Maintenant, vous le savez très bien, le solaire, c'est pas une énergie qui fonctionne nécessairement pour tous les types d'activités. Donc là, encore une fois, ça peut dépendre des projets, mais oui, on a vu des projets dans le solaire là, à travers les projets financés. Là, puis c'est une option qui est évaluée, absolument. D'accord, parfait. De votre côté, je serais curieuse de vous entendre, Yves Bruno, Frédéric, est-ce que le solaire a fait partie des options que vous avez envisagées malgré ces contraintes de permanence, si je peux dire? Peut-être Yves Bruno en premier? OK. Donc, de notre côté, pour répondre directement à la question, le rapport d'audit n'a pas mentionné une énergie solaire. Donc, mais ce que je peux dire ici, c'est que, comme je vous ai dit tantôt, nous avons des sites qui ont implémenté des mesures qu'ils partagent, que les sites partagent à l'échelle du groupe. Donc, au-delà de ce qui a été suggéré par la firme qui a fait l'audit énergétique chez nous, nous avons ce qu'on appelle des benchmarks au niveau du groupe. Par exemple, en Australie, ils sont allés de l'avant avec l'énergie solaire. Donc, on commence par les aérothermes, mais par la suite, qui sait, peut-être qu'on pourra, parce que c'est une pratique au niveau du site, au niveau du groupe, de s'inspirer de ce qui a été fait ailleurs pour accentuer les objectifs de réduction du groupe. Donc, peut-être ce sera envisagé, mais de façon directe en fonction de ce que le rapport d'audit a suggéré comme solution. Il y a beaucoup de solutions, mais celle-là n'avait pas été envisagée. D'accord, parfait. De votre côté, Frédéric, est-ce que c'est une option que vous avez regardée? Encore une fois, le rapport mentionnait l'énergie solaire dans notre cas, mais pour chauffer la bâtisse, donc
étant donné qu'on est une compagnie agroalimentaire, nous avons des tours avec des silos qui sont quand même assez hautes dans les airs. Là. On la voit de la 20, là. Quand on roule sur la 20 vers Québec, à Boucherville à droite, vous voyez les tours de PLB. Donc, effectivement, la compagnie nous avait proposé de mettre des panneaux solaires pour absorber la chaleur du soleil pour chauffer la bâtisse. Mais je suis convaincu qu'on pourrait même pousser ça un peu plus loin et mettre des panneaux solaires pour l'électricité, faire de l'électricité avec le soleil. Mais là, je sais pas, ça pourrait être fait, mais ils n'ont pas parlé de ça, donc je ne veux pas trop m'avancer sur ça, je ne vais pas dire n'importe quoi. Mais oui, eux, ils avaient parlé du solaire pour chauffer la bâtisse, mais je suis convaincu qu'on pourrait utiliser le soleil et le solaire pour d'autres choses chez PLB, étant donné qu'on a des très hautes tours, donc on pourrait mettre un revêtement sur nos tours de panneaux solaires. Une mesure qu'on a croisée plusieurs fois, là, c'est le préchauffage de l'eau, de l'air, là, via mur solaire, là, pour être totalement un petit peu plus précise. C'est des choses qu'on a vues. Parfait, très bien. J'irai avec une deuxième question que je te dirigerai, Amélie. Est-ce que les plus petites organisations, par exemple une garderie, c'est l'une des questions qui est posée par un gouvernement, par un participant, pourrait être admissible à vos programmes? Mais c'est ce qui est merveilleux, c'est qu'on va financer des grandes entreprises de ce monde, comme on voit aujourd'hui, jusqu'à la plus petite entreprise. Là, bien sûr, les PME, là, ça nous intéresse beaucoup là, dans le cadre du Fonds Éco-Leader. Donc, effectivement, une garderie qui est une entreprise, ça nous fait plaisir. Puis, encore une fois, je pense qu'on parlait de chaque geste qui compte. Ben, effectivement, il y a un impact aussi au niveau de la consommation énergétique. Alors, oui, on finance dans on subventionne finalement dans tous les secteurs d'activité, toute taille d'entreprise. Très bien, parfait. Alors, merci beaucoup à vous trois. Ce fut vraiment fort intéressant. Il est déjà 9h20. On avait plusieurs questions dans le fil de questions. Je n'ai pas eu la chance de poser toutes les questions, mais celles qui sont spécifiques et nécessitent une réponse, nous allons vous assurer de vous revenir, chaque personne qui nous a adressé une question. Donc, vous aurez donc un retour de notre part dans les prochains jours. Je vous remercie donc infiniment, Amélie, Frédéric, Yves Bruno, pour avoir accepté de partager avec nos participants vos apprentissages, ce que vous avez fait et surtout l'impact de ce que vous anticipez sur les actions que vous avez prises. C'est vraiment fort impressionnant et très inspirant, je trouve. Un grand merci donc à vos trois organisations, PLB, Safran et Fonds Éco-Leader, évidemment. Merci à tous d'avoir été présents avec nous. Vous recevrez de notre part 2 courriels dans les prochains jours. Un premier courriel aujourd'hui, qui est un sondage que nous apprécions beaucoup que vous puissiez compléter puisque ça nous permet d'améliorer nos événements. Et deuxièmement, vous recevrez un second courriel qui résumera les principaux éléments discutés aujourd'hui et vous recevrez en même temps la présentation de nos participants. Soyez à l'affût de notre prochaine classe de maître qui aura lieu en avril prochain et n'hésitez pas à visiter notre page competiver.com sur laquelle vous retrouvez les anciennes classes de maître réalisées, de même que les vidéos de nos champions verts qui sont aussi disponibles. Alors sur ce, merci beaucoup à tous et une excellente journée.